Napoléon Bonaparte est arrivé très jeune au pouvoir, à 30 ans, en 1799. 5 ans plus tard, il est empereur, 1000 ans après Charlemagne. Il se couronne lui-même devant le pape dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il a dirigé non seulement la France en dictateur, mais aussi quasiment toute l'Europe. Il est considéré comme un des plus grands génies militaires, un conquérant, comme Alexandre le Grand. Alors, pourquoi est-il mort seul et à des milliers de kilomètres de la France? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Sur ce tableau de Ingres, peint vers 1800, Bonaparte est premier consul depuis quelques mois, après son coup d'État du 18 Brumaire, 1799. Il est censé partager le pouvoir avec 2 autres consuls, mais très rapidement, ce pouvoir il exerce seul. Et ici, son habit rouge, son geste autoritaire du doigt sur le papier montre qu'il est le chef. Le même Ingres le peint 5 ans plus tard. Ce n'est plus Bonaparte, c'est Napoléon. Comme tous les souverains, on l'appelle par son prénom. Il est empereur. Et il se fait représenter comme un dieu, dans la posture exacte de Jupiter, le patron des dieux romains, ou dans celle de Zeus, dans sa célèbre statue d'Olympie, une des 7 merveilles du monde. Tout montre la puissance et un orgueil démesuré, que ce soit l'attitude, le trône, le lourd manteau rouge, la couronne de laurier et même l'aigle impérial que l'on voit sur le tapis. En 1811, il est au maximum de son pouvoir et il dirige toute l'Europe. La France n'a jamais été aussi étendue. 130 départements qui vont du Danemark à l'Italie, en passant par la Hollande, la Belgique, une partie de l'Allemagne et de la Suisse. De gros États qui sont censés être indépendants, comme l'Espagne, une partie de l'Allemagne, le duché de Varsovie qui correspond à la Pologne, le sud de l'Italie, obéissent en fait à Napoléon. Les puissants empires russes et autrichiens, ainsi que la Prusse, sont ses alliés. Alliés par force. Ce n'est pas qu'ils apprécient Napoléon, mais ils ont été battus à plusieurs reprises. C'est par la guerre que Bonaparte s'est imposé. Depuis la campagne d'Italie en 1796, il a perdu peu de batailles. Il a une armée dévouée et ses choix stratégiques et tactiques sont souvent les meilleurs, comme ici à la bataille d'Eylau. Ces batailles sont en général des boucheries et le nombre de morts se compte en dizaines de milliers. Mais revenons à la carte 1811. Le seul pays qui pose vraiment problème à Bonaparte, c'est l'Angleterre. Il n'a jamais réussi à l'envahir ni à la vaincre sérieusement, car pour cela, il lui faudrait une flotte puissante pour traverser la Manche. Mais cette flotte, il ne l'a plus. Regardez du côté de l'Espagne, près de l'Afrique. En bas de la carte à gauche, l'étoile noire montre une défaite de Bonaparte, Trafalgar. C'est une bataille navale. En 1805, le gros de la flotte anglaise fait face à la flotte française, qui a été renforcée par la flotte espagnole. En tout, près de 60 navires. Les Français et les Espagnols en jaune et en bleu se sont disposés en art de cercle. Les Anglais, en rouge, arrivent en ligne et s'enfoncent comme un couteau dans les lignes franco-espagnoles. En plus, ils ont le vent dans le dos qui les pousse et qui facilite leur manœuvre. Le choc est très violent, le combat a rapproché. Le feu des canons troue les voiles, arrache les mâts, coule les navires et les marins. Et puis c'est l'abordage, le corps à corps sanglant, sans pitié. Le bilan de la bataille est sans appel. 22 bateaux perdus sur 32, les 2 tiers de la flotte franco-espagnole, plus de 3000 morts, 7000 prisonniers. Les Anglais, eux, ont nettement moins de pertes. Ça n'est fini pour les ambitions maritimes de l'empereur. Les Anglais vont dominer les mers pendant plus d'1 siècle après ce Trafalgar. Le grand vainqueur, c'est l'amiral Nelson. Il a perdu un bras, mais c'est un héros pour les Anglais. La bataille a sa place, Trafalgar Square, à Londres, et Nelson sa statue, tout en haut d'une colonne de bronze. Mais Napoléon ne renonce pas. Il veut la peau de l'Angleterre, son ennemi juré. Il ne peut pas l'envahir, alors il va l'étouffer. Il cherche à provoquer une crise économique qui obligera l'Angleterre à se rendre. Pour cela, il faut empêcher de faire du commerce, en particulier avec l'Europe. Il faut interdire les marchandises anglaises en Europe. Organiser un blocus, le blocus continental.
Cela l'oblige à contrôler toutes les côtes européennes, des milliers et des milliers de kilomètres de côtes. Et donc, il faut forcer tous les pays d'Europe à coopérer avec Bonaparte. Mais cela coûte à ces pays, leur économie en souffre, ils ne peuvent ni vendre ni acheter de produits anglais. La ligne rose marque ce blocus. On voit qu'il y a des trous plus ou moins gros, comme le Portugal, et des entrées de contrebande. Ce sont de petits bateaux qui amènent en cachette des marchandises. Cette gravure allemande montre des soldats français en train de contrôler les chargements dans un village. Bien sûr, cela ne plaît pas aux populations, mais ils sont occupés par l'armée française et ils doivent obéir. Justement, en 1812, le tsar, l'empereur de Russie, refuse d'appliquer le blocus. Napoléon est furieux. Il décide de lui donner une leçon et d'envahir la Russie jusqu'à Moscou. Mais Moscou, c'est loin. C'est tellement loin qu'on ne voit pas sur la carte. Là-bas, à droite, à l'est de l'Europe. Napoléon réunit alors la plus grande armée qu'on ait jamais vue en Europe. La Grande Armée, avec une majuscule. 680 000 hommes, dont 450 000 Français, près de 100 000 Allemands, autant de Polonais, des dizaines de milliers d'Italiens, de Belges, de Suisses, des milliers d'Espagnols, de Hollandais, de Portugais. C'est une armée véritablement internationale. Juin 1812, la Grande Armée s'élance. Sur cette image, elle traverse le Niémen et entre en Russie. Les soldats ont fait des milliers de kilomètres à pied, pour la plupart. Certains remontent d'Espagne. De 30 à 50 km par jour, avec 30 kilos sur le dos, les armes, les vêtements, les tentes et même les marmites. C'est qu'il faut nourrir tout ce monde. Impossible de faire suivre la nourriture depuis la France. On se sert sur le pays. On fait des réquisitions, on confisque, quelquefois on achète, pour pas grand-chose, du grain, des animaux, de la viande. Et s'il n'y en a pas assez, les soldats pillent les fermes, à des kilomètres du passage de la Grande Armée. C'est terrible pour les territoires qu'ils traversent et les populations qui y vivent. Napoléon livre quelques batailles et progresse. Les Russes sont très déterminés, mais inférieurs en nombre, ils reculent. Ils ont une nouvelle tactique, la tactique de la terre brûlée. Ils détruisent leurs récoltes, leurs granges, leurs villages, pour priver ainsi de ressources l'armée française qui avance. Début septembre, Napoléon est à 100 km de Moscou. La bataille sanglante de la Moskova lui en ouvre la route. Mais lorsqu'il arrive à Moscou, la ville est en flammes. Les autorités sont parties vers l'est, une grande partie des habitants aussi. Les Français restent un mois, ils pillent, détruisent. Mais il faut repartir avant l'hiver. L'hiver russe est très rigoureux. Les Russes disent d'ailleurs le général hiver, car c'est comme une armée qui les aide à défendre leur pays. C'est fin octobre que le début de la retraite de Russie a lieu. Un très long chemin, très long, dans des pays ravagés par la guerre et le pillage. Les Cosaques russes attaquent sans cesse l'armée qui se retire, les traînards, les blessés. Mais laissons la parole à Victor Hugo, dont le père était général d'Empire. Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête, sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier la grande armée et maintenant un troupeau. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts, au seuil des bivouacs désolés, boulets, mitrailles, obus mêlés aux flocons blancs pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs, la glace à leurs moustaches grises. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas dans ces lieux inconnus, on n'avait plus de pain et l'on allait pieds nus. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse. Pour cette immense armée, un immense linceul. Et chacun se laissant mourir, on était seul. Le passage de la Bérésina est l'un des pires moments de la retraite de Russie. La rivière charrie des morceaux de glace. Il faut improviser des ponts avec des barques,
des arbres coupés, les soldats russes attaquent, les obus tombent, des milliers de soldats périssent. Et depuis, lorsqu'on veut parler d'un effondrement complet, si on prend une raclée dans un match ou qu'on rate complètement un examen et qu'on vous demande alors, on dit oh, c'était la Bérésina. Arrivé en France, il ne reste que des débris de la Grande Armée, 60 à 70 000 soldats, pratiquement 1 sur 10 de ceux qui sont partis. Tous les pays d'Europe montent maintenant une coalition contre Napoléon. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Prusse, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie. La France est envahie en 1814, malgré les combats menés lors de la campagne de France par Bonaparte. Mais du côté des Pyrénées, on voit une bataille à Orthez. Mais une autre bataille a eu lieu, qui n'apparaît pas sur la carte, une bataille près de chez nous, la bataille du Marmajou, entre la Fitole et Sauveterre, entre Vic et Maubourguet. Le général anglais Wellington poursuit les soldats français qui remontent d'Espagne. La bataille a fait 250 morts. Et on dit que dans quelques fermes des environs, on conserve encore quelques boulets de canon trouvés dans les champs. Paris est prise. Sur cette gravure, les Cosaques, ces cavaliers russes, campent sur les Champs-Élysées. On voit au passage que les Champs-Élysées ne ressemblent pas du tout à ce que nous connaissons aujourd'hui. Les souverains étrangers paradent dans Paris. Le frère de Louis XVI, qui s'était réfugié à l'étranger dès 1789, revient et prend le titre de Louis XVIII. C'est la fin de l'Empire. Bonaparte fait ses adieux à ses maréchaux et à ses fidèles grognards. C'est ainsi qu'il appelle ses soldats. On voit sur ce tableau de gros le mélange d'abattement de Bonaparte dans son attitude, son ventre, il est un peu avachi, et de détermination. Sa main est crispée et son regard déborde de rage. Il est vaincu. Ses vainqueurs lui laissent une petite île entre la Corse et l'Italie, l'île d'Elbe, dont il devient roi. Mais Bonaparte, c'est Bonaparte, et il ne peut se satisfaire de cette situation. Il quitte l'île d'Elbe et débarque avec une poignée de soldats à Toulon. Il remonte la France, il est accueilli triomphalement dans les villages, ses troupes grandissent, et les soldats envoyés par Louis XVIII pour l'envoyer se retournent avec lui en criant « Vive l'empereur !» Maintenant, ils le suivent. Vous avez là les titres du Moniteur, un des rares journaux qui restent à l'époque. Souvenez-vous, Bonaparte les avait pratiquement tous supprimés. De jour en jour, on voit l'attitude face à Bonaparte changer. Il passe d'anthropophage, c'est-à-dire de mangeur de chair humaine, à monstre, à tigre, puis il devient humain, c'est un tyran, un usurpateur, et puis au fur et à mesure qu'il se rapproche de Paris, il devient l'empereur. Les journalistes ont, comme on dit, retourné leur veste assez rapidement. L'Empire est rétabli, Louis XVIII repart. Mais les souverains étrangers se réunissent de nouveau et la bataille décisive a lieu en 1815 à Waterloo. Bonaparte est vaincu définitivement. Il sera resté au pouvoir 100 jours depuis l'île d'Elbe. Cette fois-ci, on ne prend pas de risque. On envoie Bonaparte loin, très loin, sur une île anglaise au milieu de l'Atlantique Sud. Loin de tout, un caillou isolé, 15 km de long, au milieu de l'océan Atlantique, l'île de Sainte-Hélène. En France, Louis XVIII reprend le pouvoir. Cette période s'appelle la Restauration. Il restaure la monarchie en reprenant comme sur ce portrait les vieilles coutumes de ses ancêtres, le drapeau blanc. Il garde quand même le code civil. Bonaparte est très surveillé sur son île de Sainte-Hélène. Mais sa légende continue à se construire, d'autant plus qu'il en profite pour écrire ses mémoires. Napoléon Bonaparte meurt en 1821, isolé, à 51 ans. Alors, qu'est-ce qui a perdu Napoléon, finalement? L'ambition démesurée, son besoin de guerre et de victoire qui assurait son pouvoir, certainement aussi la puissance des Anglais et le réveil des peuples qui n'ont plus supporté l'autorité et les mauvais comportements des occupants français.